Remue-Ménage qui reçoit aujourd'hui, comme l'a si bien dit Barthélémy Ngom, Maurice Soudieck John, docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci, docteur, d'être venu. Merci beaucoup, Binta Diallo. Je remercie également et salue Moriba Magasuba et ainsi que tous ceux qui écoutent la radio RFM. Nous recevons bien entendu Moriba Magasuba qui est journaliste écrivain. Merci Moriba d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toi également Binta Diallo. L'actualité politique dominée par le débat autour du troisième mandat ou du supposé ou du présumé troisième mandat du président Macky Sall. Docteur Maurice Soudieck John, quelle est votre lecture par rapport à ce débat qui a été soulevé récemment? Oui, le débat sur le troisième mandat du président de la République est un débat qui est venu sur la scène politique. Pour les tenants du pouvoir, c'est un débat prématuré parce que le président Macky Sall est élu en février 2019, donc à quelques 7-8 mois de cette élection-là. Il n'est pas convenu, il n'est pas commode de parler déjà de la succession du chef et que l'essentiel, c'est de se concentrer sur le travail, sur le programme du président Macky Sall. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de cette succession parce qu'en réalité, ce n'est pas parce qu'on évite de parler du problème que le problème cesse d'exister. Ça, c'est la politique de l'autruche. Quoi qu'il en soit, le problème est là, il faut le poser et essayer de le prendre à bras-le-corps afin de trouver une solution. Il est vrai que l'APR est un instrument au service des ambitions de pouvoir du président Sall. La coalition Benno Bokk Yakaar également a comme dénominateur commun le président Macky Sall. On a vu également que à travers l'APR et même dans cette coalition, il n'y a aucune personnalité émergente susceptible d'être pressentie comme un numéro 2, en tout cas comme un successeur potentiel du président Macky Sall. Donc toutes ces impasses autour de la succession peuvent amener le président au dernier moment de se poser, voire de s'imposer comme étant la solution de rechange, puisque c'est ce qui est arrivé à Maître Abdoulaye Wade, qui a combattu vigoureusement tous ces numéros 2 parce qu'il voulait un projet de dévolution monarchique du pouvoir en imposant son fils Karim Meïssa Wade. Ça n'a pas marché. Et au dernier moment, il a été obligé de s'engager, de s'engouffrer dans ce gouffre. Et justement, cela a amené les conséquences que l'on sait. Oui, mais sauf qu'en 2017, docteur Soudieck John, on avait entendu le président Macky Sall dire que je ne peux pas faire plus de 2 mandats. Nous y reviendrons. Mais on a vu Moriba Magasuba, ce qui s'est passé avec Sori Kaba qui a relancé ce débat, ici même au niveau de Radio Futur Média. Et on a vu tout de suite ce qui s'est passé. Il a été limogé. Alors, quelle est votre lecture? Mais moi, la lecture que je fais de tout cela, c'est que la réaction faite de fébrilité du président Macky Sall renseigne sur le fait même qu'il a un agenda caché. Je rebondis dans le sens du professeur pour dire que Macky Sall, depuis qu'il a supprimé le poste de Premier ministre, n'a pas songé à restructurer l'APR et au jour d'aujourd'hui, personne ne peut vous dire qui est le numéro 2, le numéro 3 ou le numéro 4 de l'APR. On a l'impression qu'il a choisi volontairement de faire une espèce de vide au niveau, en ce qui concerne sa succession, de façon à s'imposer, à apparaître effectivement, comme on dit, comme l'unique recours, à savoir qu'en fait, il ne songe pas à sa succession en tant que telle, et que le seul et dernier recours, c'est encore lui. Et que donc, en 2013, ce qui fait dire aux gens que Macky Sall a un agenda caché, qui fait que certainement, il va se représenter pour un 3e mandat, alors qu'il a effectivement dit en 2017 oui, qu'il faisait 2 mandats, et puis surtout 2 mandats, on ne peut pas faire, comme la Constitution l'a dit, 2 mandats consécutifs, on ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc il est évident, et ses détracteurs ont parfaitement raison de douter de sa parole, d'autant plus que Macky Sall a habitué les Sénégalais à des reniements en répétition. Et rien que pour cela,
on peut penser raisonnablement qu'il a un agenda caché. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, Macky Sall devrait avoir un agenda caché parce que quand même, il avait dit qu'en 2017, qu'il ne se présentera plus, la Constitution ne le lui permet pas, et qu'en plus, lui, on a entendu des juristes sortir et dire de façon vraiment dispersée que le président peut prétendre à un troisième mandat, d'autres ont dit non. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui empêcherait à Macky Sall de respecter sa parole? Je ne dirais même pas la Constitution. S'il te plaît, je voudrais juste rajouter un mot. Oui. En fait, pourquoi Macky Sall ne dit pas très clairement au peuple sénégalais qu'il ne va pas se représenter comme le président Issoufou l'a fait au Niger? C'est la question qu'on se pose. Je pense que son silence et le limogeage brutal, fast-track, comme je dis, de Kaba, indique à tout le moins que ce monsieur a un agenda caché. Pour mettre fin à cette polémique inutile, il devrait tout au moins dire très clairement qu'il n'est pas candidat à un troisième mandat, en point barre. En tout cas, de toutes les façons, eux, ils ne disent pas que c'est un débat stérile. Ils parlent plutôt de précocité du débat à quelques seulement 8 mois de gestion du pouvoir, de second tour. Oui, je voudrais préciser d'abord qu'il faut replacer les propos du président Sall par rapport au fait qu'il avait avancé ne pas faire de troisième mandat. C'est lié au fait qu'il était en quête du second. On va dire du second. Oui. Donc s'il est en quête du second, il peut pas. 2017. Oui, il peut pas dire que il peut pas parler de troisième déjà. Mandat, ça va de soi. Tout en sachant que la question du troisième mandat avait soulevé beaucoup de controverses, beaucoup de tensions avec des morts en 2011, 2012. Donc il ne pouvait pas, alors même qu'il n'avait pas encore obtenu son second mandat, de dire qu'en réalité qu'il est dans la perspective d'un troisième mandat. Politiquement, c'était suicidaire. Absolument. Donc de ce point de vue-là, je ne peux pas accorder de crédit à ces propos-là, d'autant plus qu'il avait affirmé à 9 reprises, Urbi et Orbi, qu'il allait réduire son mandat. Il a instrumentalisé le Conseil constitutionnel pour externaliser judiciairement le coût politique de ce reniement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas s'en tenir à sa parole. On attend de voir ce qui va se passer. Alors, de toutes les façons, je le disais tantôt, Moriba Magasuba, les juristes ne se sont presque pas entendus sur cette problématique de troisième mandat du président Macky Sall. Tout se trouverait dans des dispositions transitoires qui n'ont pas été prises en compte dans l'article L27 rénové de la Constitution. Est-ce que c'est pas un piège qui devait faire l'objet d'un débat avant d'en arriver là? Moi, je ne suis pas juriste, mais il me semble avoir lu récemment que Ismaïla Madior Diouf, le tailleur constitutionnel, l'ancien ministre de la Justice, l'ancien ministre de la Justice, a eu à faire une précision dans sa salle en disant que Macky Sall ne pouvait pas faire un troisième mandat, contrairement à certains de ses collègues juristes. Donc, et il n'a pas été reconduit dans le gouvernement. Peut-être on peut penser effectivement que c'est du fait de son mécontentement, mais toujours est-il que je me souviens l'avoir entendu dire, en parlant précisément du troisième mandat, qu'en principe, le terme en principe émanant de quelqu'un qui avait contribué justement à l'élaboration de cette réforme constitutionnelle, peut prêter à question. Parce que lorsqu'on dit en principe, ça signifie qu'on n'écarte pas l'éventualité d'un troisième mandat. Donc, comme je l'ai dit encore une fois, moi je ne suis pas juriste, mais je m'en tiens uniquement au débat qui est organisé autour de la question. On est dans ce pays, on sait ce que les juristes... Vous pouvez avoir 10 juristes qui peuvent avoir 10 opinions différentes sur un sujet donné. Oui. Alors, est-ce que cette absence de disposition transitoire dans l'article 27 de la Constitution peut valablement amener le président aujourd'hui à dire que je peux prétendre à un troisième mandat? Je crois qu'il faut préciser deux choses. C'est Jean Giraudoux qui disait que le droit est la plus puissante école de l'imagination. Jamais poète n'a si librement interprété la nature qu'un juriste la réalité. Donc ça veut dire qu'il y a des controverses toujours fébriles et fertiles du point de vue juridique. Mais je crois qu'au-delà du droit, le problème qui se pose, c'est un problème d'ordre moral. On a vu la question du troisième mandat, le syndrome du troisième mandat, toute la tension que cela avait amené en 2011-2012, qui a fait traverser le Sénégal
l'une des crises politiques les plus graves de son histoire. Avec mort d'homme. Oui. Et le président Macky Sall a été celui-là qui a été porté au pinacle pour apporter les changements, les transformations du point de vue de la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Il a parlé de rupture, il a utilisé cette perspective pour conquérir le pouvoir. Et aujourd'hui, cette même personne revient avec tout ce qui s'est passé, avec le bouclage des mandats à 2. Et quoi qu'il en soit, on ne peut pas accepter qu'il puisse revenir sur sa parole du point de vue moral, du point de vue éthique. Cela n'est pas acceptable, même si du point de vue juridique, comme je le disais tantôt, il y a toujours des possibilités d'instrumentalisation. On a vu lors du référendum comment on a, à travers cette curiosité juridique surréaliste qu'a été l'avis-décision. Je ne reviendrai pas sur le débat, mais Absolument. Tout le monde sait qu'un avis, c'est un avis. Une décision, c'est une décision. Un avis donne un point de vue. Une décision tranche. Que tu n'es pas obligé un problème. Et l'avis, en réalité, ne lie pas le décideur, sauf si l'avis est conforme. Et un avis conforme doit être précisé par le texte en question. Et tout cela, c'était un moyen d'utiliser le Conseil constitutionnel pour revenir sur sa parole. Absolument. Et ces manœuvres qui déstabilisent la démocratie, qui déstabilisent l'état de droit et qui utilisent le droit comme une ressource instrumentale au service des intérêts politiciens de ceux qui sont au pouvoir, du prince occasionnel. Je crois que c'est cela qui affaiblit l'état de droit, qui affaiblit la démocratie et qui crée des crises politiques comme on peut le constater aujourd'hui en Guinée, comme on a pu le constater au Burkina Faso et comme il y a eu aussi des velléités de la sorte en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de la sous-région. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une question de morale politique qui doit prévaloir pour éviter le syndrome de 2011 ? Mais absolument, il vient de le dire. C'est une question de morale, d'éthique et de morale et d'éthique politique. Nos dirigeants nous ont habitués, la plupart des dirigeants africains, à manquer à la parole donnée. Je prends le cas de 3 opposants, les fameux opposants historiques. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, qui s'est comporté de la façon qu'on connaît, et qui est à l'origine de la grave crise post-électorale en Côte d'Ivoire avec plus de 3000 morts, et qui s'est retrouvé à la Cour pénale internationale. Abdoulaye Wade, je crois que je n'ai pas besoin de revenir sur son parcours. Et enfin, Alpha Condé en Guinée, qui au jour d'aujourd'hui est pratiquement responsable de la mort de plus de 110 personnes tuées par balle au cours des différentes manifestations qui ont jalonné son parcours. Et je dis que c'est extrêmement grave que ces gens-là même, qu'on a qualifiés d'opposants historiques, en qui toute une génération, tout un peuple a placé leurs espoirs, se soient comportés de la sorte au point de faire... Aujourd'hui, qu'on dise que qu'on qualifie de démocrature cet espoir de créer une véritable société démocratique dans nos différents pays. Alors, l'autre actualité a trait à l'actualité autour de l'opposition, ou je dirais même d'une certaine opposition. Dr Maurice Soudieck-Dione, des candidats malheureux à la présidentielle de 2019, ont décidé de se réunir autour d'un front dans un contexte de réconciliation entre Wade et Macky Sall et dans un contexte de libération de l'ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall. Quelle est votre lecture politique par rapport à ça? Oui, je crois qu'il y a eu une ouverture du jeu politique après cette phase de fermeture, lorsque le parrainage a été imposé pour faciliter au président Macky Sall l'obtention de son second mandat. Et donc, après cette fermeture, à travers cet instrument qu'a été le parrainage, sans discussion, qui a été imposé pour écarter beaucoup de candidatures, aujourd'hui, on en est à une phase de réouverture. Et dans cette phase de réouverture, il y a une réallocation des forces politiques. Et cette réallocation des forces politiques, avec le retour de Karim Meïssa Wade et du PDS, notamment le rapprochement entre le président Sall et le président Wade, avec la libération de Khalifa Ababacar Sall qui pose des actes
politique et déroule son agenda, il est normal que les candidats qui, jusque-là, les candidats malheureux à la candidature qui avaient soutenu Idrissa Seck à travers la coalition Idy 2019, se retrouvent aujourd'hui derrière celui-là, derrière le candidat, derrière Idrissa Seck pour exister politiquement. Parce qu'il y a un moment où, depuis un certain temps, on ne les a pas entendus sur des questions majeures qui interpellent le Sénégal, et malheureusement, c'est un mutisme assourdissant qui est difficile à comprendre pour un leader de la trempe d'Idrissa Seck. Et aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il a compris pour mettre en place ce front, mais je crois que ce front me semble assez timide dans sa façon de démarrer, et je ne pense pas qu'il soit inscrit dans une perspective d'opposition radicale, en tout cas d'opposition forte, absolument conséquente et constante sur la scène politique, comme par exemple, un leader comme Ousmane Sonko. Oui, bien entendu. Est-ce que donc Idrissa Seck et compagnie ne se sont pas un peu réveillés trop tard? Moi, j'ai l'impression, pour rebondir dans le sens de l'intervention du professeur, qu'aujourd'hui, on assiste à un émiettement de la classe politique, disons une recomposition. Et comme il a eu à le dire, je doute fort de la qualité d'opposants fermes et déterminés de cette nouvelle alliance qui vient de se créer. Et j'ai eu tantôt à dire que cette nouvelle alliance me rappelle un peu le PDS des débuts du temps de Senghor, qui se disait parti de contribution. Si vous voyez bien la composition des membres de ce nouveau front, c'est pour la plupart des anciens dignitaires du Parti démocratique sénégalais, à la notable exception celui du grand parti. Oui. Malick Gakou, mais et qui était de l'AFP, également. Et celui du PUR, mais qui a été débarqué, je pense, de ses responsabilités au niveau de son parti, et qui, à la limite, ne représente que lui-même. Donc, je pense que ce front n'est pas consistant, et que ce front ne peut pas fédérer l'ensemble de l'opposition significative. Au jour d'aujourd'hui, je pense que l'opposition significative dans ce pays, qui peut porter le combat, se retourne autour de Ousmane Sonko, qui est, à mon sens, le seul qui propose une alternative crédible pour les Sénégalais, de façon à obtenir une rupture définitive avec le système. Oui, ce front, en tout cas, va trouver sur place un autre front. Il y a le Front de résistance nationale, le CRD, le Congrès de la Renaissance démocratique dirigé par Abdoul Mbaye et compagnie, également le Jotna de Ousmane Sonko. Est-ce que cela veut dire que nous allons assister, Dr Soudieck Dione, à une recomposition politique prochaine? La recomposition, elle est déjà constatable et constatée. Et peut-être que dans cette recomposition, il peut y avoir également d'autres recompositions pour des besoins électoraux ou des besoins politiques ponctuels selon les affinités idéologiques ou les affinités électives que nourrissent les uns et les autres. Alors, ce front autour de Idrissa Seck, est-ce que c'est un front, est-ce qu'on peut dire que c'est un autre front de plus? C'est un front de plus, naturellement, puisqu'il vient s'ajouter au front qui existait déjà. Je me demande même si le terme front peut s'appliquer à... Mais front, ça signifie confrontation, et je n'ai pas l'impression que confrontation, combat. Soient prêts à aller à la confrontation. Je ne le pense pas. Et puis quand on voit même la stratégie d'Idrissa Seck, ça a été souvent de mettre en avant son vice-président. Oui. Ça. Et lui de se mettre un peu en retrait. Peut-être qu'il ne veut pas trop tôt engager un combat dans lequel il risque de s'épuiser, sachant que le pouvoir ne lui accordera aucun répit et que la confrontation risque d'être dure sur les 5 ans à venir. Et donc, c'est une stratégie qui ne me semble pas politiquement productive parce que cela le met à l'écart un peu de la scène politique, et on a besoin justement d'exister pour pouvoir capter l'électorat, pour pouvoir le fidéliser. Et aujourd'hui, ce travail-là semble être fait par d'autres leaders qui ont émergé, comme Ousmane Sonko. Absolument. On se rappelle que lors de la présidentielle, Idrissa Seck, avec toute la coalition qu'il y a eu derrière lui, a eu 20%. Pour Ousmane Sonko,
qui était à 15% pour une première participation à une élection présidentielle, je crois que ça, c'est un baromètre dont il faut tenir compte et qu'il faut analyser avec prudence et voir dans quelle mesure Idrissa Seck doit peut-être revoir ses stratégies politiques. Ce qui veut dire que le jeu politique, ça va se faire sans eux, sans Idrissa Seck, sans les autres. Pas forcément, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un problème de positionnement au niveau de l'opposition, entre guillemets, en fait, toute l'opposition en général. Et j'ai l'impression que ce front, entre guillemets, c'est un peu créé, pas contre Macky, mais contre Sonko. Parce qu'il y a la nette impression que Sonko, aujourd'hui, représente un danger. C'est un front pour Macky Sall, alors? Un front pour Macky Sall, éventuellement pour Macky Sall et peut-être contre Sonko. Mais je pense que dans un premier temps, ce front est quelque part dirigé contre Sonko, qui apparaît comme une puissance émergente, parce que quelqu'un qui est passé du plus fort reste à plus de 700 000 voix dans ce pays. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, depuis la dernière présidentielle, Ousmane Sonko doit peser au bas mot entre 1 million et 1 500 000 militants et peut-être sympathisants. Donc, je pense que le principal danger de cette opposition, de ce nouveau front qui vient de se créer, c'est pas Macky Sall, comme je l'ai dit, et qu'éventuellement, on pourrait même penser que c'est un front qui sera de contribution. Quand on a entendu les déclarations de Issa Sall du PUR, Madi Kenyan à Touba, qui disait que Macky Sall, c'est à la volonté de Cheikh Amadou Bamba que Macky Sall est devenu président. C'est des déclarations qui nous interpellent et qui font qu'on peut évidemment douter de la volonté de ces gens-là de mener une opposition ferme et déterminée contre Macky Sall. Et celui qui mène aujourd'hui, qui symbolise ce combat, cette opposition ferme et déterminée contre Macky Sall, n'est autre qu'Ousmane Sonko. Et il est évident, surtout au moment où on parle lorsque Macky Sall a introduit en fait cette sucette-là de chef de l'opposition, j'ai l'impression que ça c'est un os à ronger qu'il a jeté à cette opposition. Et j'ai l'impression que la création de ce front-là, je me demande si ce n'est pas effectivement dans la perspective de manger cet os que Macky Sall l'a jeté. Est-ce que vous êtes d'accord avec Moriba qui dit que c'est un front de contribution contre Sonko? Je dis éventuellement. En tout cas, on a senti la nécessité pour ce front, en tout cas front entre guillemets, comme dit Moriba Magasuba, un besoin d'exister face à cette réallocation des forces. Oui. Khalifa Sall est sur le terrain, il s'implique, Ousmane Sonko est là, les autres également. Donc, il y a un besoin d'existence du pôle qui a été celui d'Idrissa Seck. Mais une remarque très très intéressante, me semble-t-il, c'est que le temps choisi par Idrissa Seck, parce qu'il était annoncé le samedi qu'il serait présent lors de la rencontre des jeunes de Réumi. Et il est intéressant de remarquer que les jeunes ont parlé du troisième mandat, en disant que s'il y a un troisième mandat, ils ne l'accepteraient pas. Ouais. Donc ça veut dire que, quelque part, ce qui l'intéresse, c'est peut-être le fauteuil en lui, ce qui est compréhensible. Oui. Mais cela ne doit pas empêcher quand même de s'impliquer, de faire de l'opposition, parce que l'opposition, c'est aussi sur le terrain, c'est une occupation médiatique, une occupation du terrain, une certaine constance, une certaine visibilité, une certaine communication à travers donc les objectifs et le projet que l'on incarne. Oui, dans cette recomposition politique, Moriba Magasuba, vous l'avez dit, il va falloir compter sur Khalifa Ababacar Sall, l'ancien maire de Dakar, qui a été élargi de prison, gracié par le président de la République. Il a réaffirmé son engagement à alterner l'alternance. Mais est-ce que Khalifa Ababacar Sall n'est pas devenu quand même un colosse au pied d'argile au vu de tout ce qui s'est passé lors de son emprisonnement, la nature ayant horreur du vide? Il faut reconnaître que sa conférence de presse a laissé beaucoup de gens dubitatifs. Et a même fâché certains. J'ai lu des commentaires sur Facebook, d'autres lui reprochaient son manque de pugnacité, son manque de vivacité, d'agressivité, en disant non, il faut qu'il parle de façon radicale. Bon, je me dis que c'est un homme politique. Et Khalifa, comme c'est un disciple de Senghor, qui disait que Kouyot do Sakat,
Je traduis littéralement, le chasseur ne tousse pas de peur de faire fuir sa proie. Donc, à la limite, moi, en plus, il sort de prison. Je pense qu'il a eu une attitude tout à fait compréhensible de quelqu'un qui s'accorde un délai de réflexion et qui observe une cure de silence, contrairement à une certaine personne que je connais qui, dès qu'il est sorti de prison, est allé se répandre sur les réseaux sociaux pour débiter toute sa haine, toutes ses... Bon, bref, je ne vais pas citer de nom, mais Macky Sall, Khalifa Sall est un leader politique qui a fait preuve de réflexion, de retenue et de hauteur, qui a certainement pris le temps de la réflexion. D'aucuns lui reprochent ce discours qu'il qualifie peut-être de conciliant, en se disant peut-être qu'il prépare éventuellement un rapprochement avec Macky Sall dans la perspective qu'on l'amnistie totalement pour qu'il puisse recouvrer ses droits civiques. C'est un calcul que certains lui prêtent, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que moi, personnellement, je respecte sa position et je ne peux en aucun cas condamner l'attitude qui a été la sienne, parce qu'il a fait preuve de retenue, preuve de réflexion. Et je ne doute pas qu'à son retour d'Europe, qu'il intervienne de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus concise sur ses ambitions politiques, et éventuellement sur son programme politique, et qu'il se définisse très clairement par rapport au pouvoir et par rapport à l'opposition. Parce que je pense pour l'instant, on ne sait pas où le classer dans cette mouvance, ou dans la mouvance, évidemment pas dans la mouvance présidentielle, mais au niveau de l'opposition qui est émiettée, on ne sait pas où est-ce qu'il se situe. C'est vrai qu'il avait soutenu Idrissa Seck, mais au jour d'aujourd'hui, je me demande s'il est prêt à adhérer à ce front, entre guillemets. Ouais. De toutes les façons, on a entendu s'y dire que leur porte n'est pas fermée et qu'à son retour, il pourrait qu'il puisse aller voir Khalifa Ababacar Sall. Mais en attendant, aujourd'hui, est-ce que Khalifa Sall, pour retrouver tout son poids politique qu'il avait, devrait rester cantonné sur un discours aussi conciliant? Je ne pense pas que son discours soit conciliant. Je crois que c'est un discours marqué par la maturité, marqué par la dignité, marqué par la foi. On a vu que c'est un discours de dépassement et d'ouverture. Et il faut revenir peut-être à sa déclaration. Il a dégagé 3 viatiques: la fidélité à des valeurs et convictions, la résilience face au pouvoir et l'attachement aux conclusions des assises nationales. Je crois que ces 3 éléments-là, c'est important de les souligner, parce que l'attachement aux conclusions des assises nationales, c'est un positionnement dans la social-démocratie du point de vue idéologique et du point de vue politique. Si l'on sait que les partis qui ont porté les assises nationales, c'était essentiellement le Parti socialiste et l'AFP de Moustapha Niasse. Donc, il est dans cette continuité-là, d'autant plus que les conclusions des assises nationales ont été jetées aux oubliettes, quand bien même le président Macky Sall avait signé ces conclusions-là. Donc, c'est une façon de se positionner par rapport à la famille libérale qui compte, comme le disait Maître Abdoulaye Wade, de conserver le pouvoir pendant 50 ans au Sénégal. Donc là, on a déjà un positionnement politique et idéologique sur la base des assises nationales, un positionnement sur des valeurs et des convictions nourries par une capacité de résilience qu'il a démontrée à travers l'épreuve qu'il a endurée, l'épreuve de l'emprisonnement. Et il a refusé toute négociation, tout compromis, refusant de demander la grâce. Et aujourd'hui, il continue à poser les actes politiques. Il n'a pas demandé la grâce et il a été quand même gracié. Donc c'est quelque part comme s'il s'en remettait à la volonté divine qui est maître de son destin. Dieu qui est maître de son destin. Et ça, c'est un aspect important. Et par rapport à son positionnement, je pense aussi que le positionnement est clair parce qu'il s'inscrit dans 2 perspectives. Une perspective d'ancrage dans l'opposition, mais il précise s'opposer avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans excès. Mais tout en rejetant toute forme donc d'accointance ou en tout cas de connivence susceptible d'être réprouvée par l'opinion avec le pouvoir. Voilà. Et il y a aussi l'autre perspective, c'est un regard sur l'avenir et un projet basé, comme je le disais, sur les assises nationales, avec des accents socialistes, avec aussi une perspective de restauration de l'état de droit, de la République, des droits humains, de
de la transparence, d'une solidarité intragénérationnelle fondée sur le soutien aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées et une solidarité intragénérationnelle sur le soutien des jeunes, femmes et personnes âgées et intergénérationnelle relativement à l'exploitation des ressources naturelles et également une perspective de production de richesses durables, de renforcement du secteur privé sénégalais, etc. Donc on voit bien qu'il y a un projet qui est ébauché, qui s'adosse sur les assises nationales. On voit bien qu'il y a un ancrage clair dans l'opposition, mais que ce n'est pas une confrontation violente, mais c'est un positionnement ferme, mais un positionnement lucide, un positionnement mature, fondé sur la foi en l'avenir, foi en des valeurs et fondé sur une capacité de résilience. Comment est-ce qu'il va asseoir ce programme pour quelqu'un qui a quand même perdu ses droits civiques, pour quelqu'un qui a perdu la mairie de Dakar, pour quelqu'un qui a perdu son poste de député? Quelle autre stratégie politique pour Khalifa Ababacar Sall? Ah ben ça, je pense que Khalifa a quand même conservé son aura. Il a lui quand faut même une amnistie. des militants. Ça va être un autre combat, c'est évident. Mais en ce qui le concerne, lui, personnellement, je pense que c'est un homme politique de premier ordre qui a grandi à l'école de Senghor. Et je pense qu'il a certainement en plan une stratégie, peut-être pas de reconquête du pouvoir pour le PS, mais au moins de tenter d'agrandir l'ère politico-social dans lequel il a installé son mouvement, parce qu'en fait, il n'a pas de parti en tant que tel, le Khalifa Sall. À part Tahaou Dakar, qui était juste une coalition qui a servi pour des élections locales. Mais je pense que ce qu'il lui reste à faire aujourd'hui, peut-être dans l'incapacité de reprendre le Parti socialiste, ce qui me semble une gageure, de créer un vaste mouvement, de carrément créer un parti politique. Parce que je suppose qu'il a quand même beaucoup de sympathisants qui, aujourd'hui, n'hésiteraient pas à adhérer à un courant qu'il créerait et peut-être même débaucher des gens du Parti socialiste à partir du moment où il est impossible de reprendre cet appareil. Mais justement, en quoi reprendre le Parti socialiste devrait être une gageure pour Khalifa Ababacar Sall? Non, mais on se souvient qu'il a été exclu du Parti socialiste et qu'il ne peut en aucun cas se faire voir, se prétendre à une éventuelle succession de Tanordien, d'autant plus qu'il y a une dame, Aminata, pour le moment qui a été désignée pour assurer la relève. À partir du moment où il a été exclu officiellement du Parti socialiste, il ne peut en aucun cas prétendre conquérir quoi que ce soit. Oui, Khalifa Ababacar Sall, docteur Soudieck Dione, devrait-il retrouver le Parti socialiste ou son Tahaou Dakar qui, entre-temps, quand même, s'est beaucoup fragilisé, Tahaou Dakar? Je crois que ce n'est ni l'un ni l'autre. Khalifa Sall a dégagé une synergie d'hommes et de femmes qui doivent le retrouver à travers un vaste mouvement qui non seulement va capter des voix au niveau du Parti socialiste, qui est sa famille politique naturelle, mais aussi au niveau d'autres sympathisants, d'autres Sénégalais, de quelque bord, de quelque horizon qu'ils puissent être. En tout cas, c'est ce qui ressort de sa déclaration, parce qu'il faut quand même partir d'une base. Il a fait une déclaration et c'est sur cette déclaration qu'il faut peut-être... Une offre politique. Cette offre politique qu'il faut analyser en tant que telle. Donc il faut partir de cette base qui existe. Et selon donc ce texte qu'il a publié, cette déclaration, il est dans cette perspective d'agrandir, d'augmenter, d'élargir sa surface de représentativité en s'ouvrant à tous les horizons en dehors du Parti socialiste, mais aussi en s'appuyant sur ses camarades socialistes. Je crois que ça, c'est un aspect essentiel. Et donc, il n'est plus dans Tahaou Dakar, parce que Tahaou Dakar, maintenant, il a peut-être cette épreuve de l'emprisonnement a fait qu'avec la victimisation, parce que les Sénégalais n'aiment pas l'injustice, et donc, cette épreuve a augmenté son aura et il a mis en place un mouvement, c'est Tahaou Sénégal. Donc, c'est Tahaou Sénégal qui va donc fédérer, d'après sa déclaration, toutes ces perspectives-là. Et donc, il n'est pas dans une perspective de retour au Parti socialiste,
parce que cette perspective-là est une perspective réductrice eu égard à ses ambitions telles que déclinées dans le cadre de son projet politique ébauché. Oui, il a quand même eu à perdre beaucoup de ses lieutenants quand il était en prison. Je veux sans nommer bien sûr Bamba Fall, le maire de la Médina, Moussassi. Beaucoup lui ont tourné le dos quand il était en prison. Comment est-ce qu'il va faire pour reconquérir ses ex-alliés? Peut-être pas les... pas besoin. Non, on a toujours besoin d'alliés en politique parce qu'on est dans la soustraction, dans l'addition, pas dans la soustraction, et que donc il faut fédérer le maximum de forces politiques. Mais il est dans un autre cadre. Le cadre Tahaou Sénégal, avec l'aura qu'il a, l'épreuve de l'emprisonnement, cela le positionne sur une polarisation autre qui fait qu'il peut capter des voix, comme je le disais tantôt, en dehors du Parti socialiste et en dehors de ces mouvements qui l'ont eu à l'accompagner, notamment de Tahaou Dakar. Et rien ne nous dit d'ailleurs que ces lieutenants qui l'ont lâché sont partis avec leurs militants. Si ça se trouve, 99,99% des militants sont restés fidèles à Khalifa Sall. Et que ces gens, aujourd'hui, peut-être, ils ne représentent qu'eux-mêmes. À savoir Moussassi et puis Bamba Fall, oui. Et autres. Moi, je pense que, comme le professeur l'a dit, l'aura de Khalifa est telle que ça peut dépasser le Tahaou Dakar, qui va devenir maintenant Tahaou Sénégal, effectivement, et qu'il va explorer d'autres voies dans d'autres zones, dans d'autres secteurs, de façon à pouvoir fédérer un vaste mouvement parce qu'il vient de faire une offre politique et ça peut intéresser beaucoup de Sénégalais, beaucoup de courants politiques qui ne sont pas du tout affiliés à tel ou tel parti politique. Oui, on a quand même entendu la dernière fois le maire d'Alefort dire qu'il y a déjà de grosses pontes de l'APR qui ont décidé de faire un compagnonnage avec, et qui ont même eu à appeler Khalifa Sall. Il n'a pas donné de nom. Évidemment, il n'a pas donné de nom. Oui, ça veut dire que par rapport aux gens qui vont s'accompagner avec Khalifa Sall, il faudra compter avec des personnalités de l'APR. Rien n'est exclu, puisqu'il y a vous venez de dire qu'il y a des gens qui étaient avec Khalifa qui ont rejoint le camp du président Sall. Donc il n'y a rien qui puisse aussi permettre de dire que des gens du camp du président Sall ne peuvent pas rejoindre Khalifa. Surtout quand on assiste à une fronde. Il y a Yasso qui a de Kafrine qui a des démêlés récemment. Congel, oui. On entend souvent Moustapha Diakhaté qui intervient de façon très incisive dans les médias. Oui. Donc je pense qu'au niveau de l'APR, il y a une certaine fronde qui est en train de se lever et qui peut amener peut-être certains des meneurs de cette fronde qui ne sont pas encore affichés clairement, pourquoi pas, à rejoindre Khalifa Sall. D'autant plus qu'il est dit qu'au sein de l'APR, il n'y a pas encore cette bataille de succession du président Macky Sall. Est-ce que vous êtes convaincu que cette bataille existe bel et bien dans l'ombre? Oui, naturellement, cette bataille ne peut pas ne pas exister. Elle existe. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut se taire que le problème est résolu. Je le disais tantôt. Le problème, il est là. Absolument. C'est pas parce qu'on n'en parle pas que le problème disparaît. Les ambitions des uns et des autres, on ne peut pas les étouffer. D'autant plus que le président en est à son second mandat. Donc, forcément, il y a ces ambitions. On attend de voir. Oui. Mais en tout cas, il en est à son second mandat. Qu'est-ce qu'il va faire? L'avenir nous le dira. En tout cas, il y a naturellement des velléités de positionnement au sein de l'APR pour succéder au président Sall. Le problème, c'est que s'il n'organise pas ce problème-là en disant qu'il faut pas, c'est pas un problème, eh bien, le problème lui échappe. Et si le problème lui échappe, il crée les conditions d'être gagné par le syndrome du troisième mandat parce qu'il va faire le vide autour de lui et au dernier moment, il va sentir qu'il n'a pas organisé sa succession et il risque d'être tenté par le troisième mandat comme ce fut le cas pour Abdoulaye Wade. Macky Sall n'a pas voulu organiser sa succession parce que moi, je dis que dans sa tête, il veut absolument se présenter pour le troisième mandat. Mais il se trouve que la perspective de la fin de son second et dernier mandat a poussé certains à commencer à sortir du bois. D'ailleurs, certaines personnes estiment que Sori Kaba, qui est très proche de Amadou Ba, n'aurait pas fait cette déclaration à la légère.
En clair, si Sori Kaba a dit que Macky Sall fait son second et dernier mandat, on point c'est tout, et qu'il a été sanctionné 24 heures après, peut-être qu'il parle, il sait pourquoi il parle et au bénéfice de qui éventuellement. Il n'y a pas que Amadouba. Tout le monde sait dans ce pays-là que c'est un candidat potentiel à la succession de Houphouët-Boigny. Il y a aussi Mimi Touré, pourquoi ne pas le dire. Et peut-être d'autres qui, pour l'instant, ne sont pas encore sortis du bois. Mais tout cela, en fait, comme le professeur l'a dit, la faute incombe à Macky Sall. Par le fait même que non seulement il n'a pas restructuré son parti, on ne sait pas qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, et qu'il ne pense pas à organiser sa succession. S'il ne pense pas à organiser sa succession, c'est qu'il a un agenda caché très clairement et qu'il veut se présenter. Aussi simple que ça. L'autre affaire, docteur Maurice Soudieck-Dione, a trait au limogeage des 2 fonctionnaires du ministère de la Justice, emportés par leur déclaration au Comité des droits de l'homme de l'ONU sur l'affaire Karim Wade. Quelle est votre lecture ? Oui, je crois que la réactivation de la CREI a été une erreur politique et judiciaire monumentale. Et l'État est en train, les tenants du pouvoir sont en train de vivre encore ces difficultés-là. Dans le fond, déjà, l'enrichissement illicite pose un problème parce qu'une infraction doit être clairement définie. Le vol, c'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. L'enrichissement illicite procède par un détournement de procédure. C'est l'incapacité à justifier l'origine licite de ces biens dans un délai d'1 mois après une mise en demeure du procureur spécial. Donc là, c'est un détournement de procédure, comme je disais, mais ce n'est pas une définition précise. Ensuite, si il y a enrichissement illicite, les faits qui sont à la base de l'enrichissement illicite ne sont pas des faits établis. Donc, si les faits ne sont pas établis, l'élément matériel de l'infraction également pose problème. Si l'élément matériel de l'infraction pose problème, l'élément moral aussi pose problème parce que s'il n'y a pas d'élément matériel, comment savoir si ces actes ont été posés à travers une volonté délibérée. Ça, c'est dans le fond. Dans la forme, vous avez l'absence de double degré de juridiction et une rupture d'égalité parce que le procureur spécial peut interjeter appel, ce que l'accusé ne peut pas faire, alors que le procureur est parti au procès. Il y a le renversement de la charge de la preuve, la présomption de culpabilité qui remplace la présomption d'innocence. Et vous avez également les entorses propres au cas Karim Wade, un assesseur qui démissionne en plein procès, le procureur spécial qui est renvoyé par SMS, une mise en demeure qui a été renouvelée de façon illégale, parce que la loi dit 6 mois, sur la base de la découverte présumée d'autres éléments du patrimoine. Or, en droit, il y a l'unicité du patrimoine. Une personne physique ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Donc, toutes ces entorses-là ont gâché l'image du Sénégal et ont procédé à une violation, un piétinement des droits et libertés de Karim Meïssa Wade. Tout le monde est d'accord qu'il faut lutter contre la corruption parce que c'est ça qui a gangréné le pays depuis 1960 qui nous empêche de décoller et de nous focaliser sur les impératifs du développement à travers des services publics de qualité, santé, éducation, emploi, surtout pour les jeunes qui constituent la frange la plus importante de la population. Mais il faut que cela se fasse dans la transparence, en dehors de toute politisation, en mettant l'intérêt du Sénégal en avant. Malheureusement, la détraquer des biens mal acquis a été un moyen de démanteler le PDS, un moyen de construction de l'hégémonie du président Macky Sall, et cela n'est pas acceptable. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'État est dans une position très difficile, parce que l'État ne peut pas se discréditer lui-même. Et ne pouvant pas se discréditer lui-même, aujourd'hui, je me demande quel sens peut avoir la notion de réhabilitation ou bien de réparation au sens judiciaire. Parce que le problème qui se pose, c'est la CREI et ses procédures. Absolument. Donc si on dit qu'il faut reprendre le procès, ça n'a pas de sens, puisque c'est la CREI elle-même qui pose problème. Qui est le problème. Donc recommencer le procès avec la CREI, ça n'a pas de sens. Réparation, quelle instance judiciaire va décider de cette réparation? Ça aussi, ça pose problème. Donc, on a aujourd'hui, dans cette affaire Karim Wade, des stratégies. Il y a une stratégie d'internationalisation et d'externalisation du coût politique du dénouement de cette affaire pour éviter qu'on dise que c'est un deal entre les acteurs politiques. Et donc, on invoque le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. Et cette
internationalisation et cette externalisation soutient aussi une autre perspective, c'est la perspective de la dépolitisation. Et cette perspective de la dépolitisation se fonde sur une judiciarisation, mais il faut dire que cette judiciarisation pose problème parce que juridiquement, on ne peut pas voir comment sortir de cette impasse de l'affaire Karim Wade sans que ce ne soit un discrédit très fort que l'État s'administre lui-même, ce qui n'est pas compréhensible. Je crois que la meilleure voie aujourd'hui, c'est la voie de l'amnistie qui permet tout simplement de reléguer à l'oubli des sanctions dont la société ne veut plus se souvenir, l'amnistie qui est une institutionnalisation d'une amnésie collective. Je crois que ça permet à tous les partis de se retrouver, à l'État de sauver la face, à Karim Meïssa Wade de retrouver ses droits et libertés, parce que tout le monde sait, l'opinion nationale comme internationale, c'est que la traque des biens mal acquis a été une opération politique, politicienne et qu'elle n'a aujourd'hui aucune forme de crédibilité. Maintenant, sur le cas particulier de ces fonctionnaires, je disais que lorsque vous vous engagez dans une perspective judiciaire, vous êtes dans une impasse et donc cette perspective-là n'est pas pertinente et les fonctionnaires n'auraient pas dû s'engouffrer dans cette voie de mon point de vue. Ça, c'est dans le fond. Maintenant, dans la forme, un fonctionnaire, il faut qu'il soit, c'est pas pour rien qu'ils ont l'obligation de réserve. Oui. C'est pas comme nous autres universitaires, mais bon, ils ont une obligation de réserve. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes, ce sont les techniciens qui payent les pots. Mais moi, la question que je me pose, est-ce que ces fonctionnaires, des magistrats de haut niveau, dont un directeur de cabinet, ont agi de leur propre chef? Absolument. J'ai du mal à le croire. J'ai l'impression qu'ils ont été effectivement instruits de la façon dont ils devaient procéder. Moi, en âme et conscience, j'ai du mal à croire qu'ils aient agi délibérément de leur propre chef et pris sur eux de faire les déclarations qu'ils ont faites. Mais la brutalité avec laquelle ils ont été sanctionnés, et comme on dit, sans respecter le parallélisme des formes comme l'Union des magistrats a eu à le dénoncer, parce qu'ils ont été nommés, excès de pouvoir. Il y a excès de pouvoir. Ils ont été nommés par décret et on les enlève par arrêté ministériel. Donc ça pose déjà un problème. Mais le fait que cette sanction soit intervenue de façon aussi brutale et qui a été médiatisée, je crois que ça pose problème. Il y a quelque part un malaise parce que moi, jusqu'à preuve du contraire, je suis persuadé que des fonctionnaires d'un tel niveau n'ont pas pu aller devant ce comité et se livrer à des déclarations qui n'engagent qu'eux-mêmes. Voilà. Le ministre de la Justice dit qu'ils vont ouvrir une enquête. Oui. Après avoir sanctionné les gens, c'est maintenant qu'il va ouvrir une enquête. Ça va donner quoi? Dans ce pays-là, lorsqu'on vous parle d'enquête, dites-vous qu'il y a peut-être une enquête dans l'enquête. Quand Macky Sall a libéré de prison le trafiquant de médicaments guinéens, il a dit qu'il avait été abusé et qu'il allait ouvrir une enquête pour situer les responsables. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui a entendu parler de cette enquête? Oui, la problématique de la CRI, on en parle souvent ici au niveau de remue-ménage avec les invités. Aujourd'hui, Dr Soudieck Dione, faut-il réformer la CRI ou la supprimer une bonne fois pour toutes de l'arsenal juridique du Sénégal? C'est une question fort intéressante, mais je crois que tout le monde est d'accord qu'il faut lutter contre la corruption. Tout à fait. Personne ne peut. Même les Nations Unies. Voilà. Absolument. Mais il faut que cela se fasse dans le respect des droits et libertés, des mises en cause. D'autant plus que nous avons déjà l'OFNAC. Oui, mais ce n'est pas une juridiction. Et d'autre part aussi, il faut que l'on mette en avant d'abord les questions de transparence. Vous avez parlé de l'OFNAC, c'est-à-dire les marchés publics, tout ce qui peut être des voies des opportunités de corruption. Ça doit être géré de façon transparente, de façon rigoureuse pour réduire et être dans la prévention et dans la répression de la corruption parce que c'est un fléau qui gangrène le développement du pays depuis 1960. Aussi, bien sûr, et que tous les corps de contrôle soient mobilisés à cette fin. Mais vous comprenez bien que cela ne peut pas se faire si on ne revoit pas la façon de faire la politique, si on ne procède pas à une réforme du système politique clientéliste. Parce que absolument, il faut une volonté politique si le système politique est clientéliste, ça veut dire que c'est la corruption qui nourrit le fonctionnement du système. Tout à fait. Donc si la corruption nourrit le fonctionnement du système et permet au président de pouvoir se conserver le pouvoir,
Et ça pose un vrai problème. Et c'est pourquoi, quand le président Sall avait parlé de rupture, tout le monde a applaudi. Absolument. Il a annoncé. Une gouvernance vertueuse. Mais il n'a pas, sobre. Suivi cette voie. Absolument et c'est cette voie qu'il fallait suivre, malheureusement, qui n'a pas été suivie. Oui. Et c'est cela qui nous rattrape. Aujourd'hui, tous les cours de contrôle sont tombés en pamoison. Les rapports ne sont plus publiés. S'ils sont publiés, ils sont mis sous le coude. Absolument, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de suite judiciaire. Voilà. Et comme cela, il y a, comme qui dirait, la perpétuation de ce système de prédation, de redistribution clientéliste et de gestion néopatrimoniale du pouvoir. Et si on ne gère pas cette question-là, on va tourner en rond, mais on ne pourra pas résoudre ce problème. Donc, il n'y a pas que la CREI qui pose problème. Apparemment, non. Il n'y a pas que la CREI. Oui. C'est la malgouvernance, fondamentalement. Macky Sall avait promis une rupture, et une gouvernance sobre et vertueuse. Aujourd'hui, les gens se gaussent justement de cette expression-là, en disant que c'est peut-être une gouvernance sombre et vicieuse. Parce que, compte tenu du fait que moi-même j'ai eu à qualifier, je m'en désole, disant qu'on a l'impression que nous sommes gouvernés par une mafia, et où on se serre les coudes, et qu'il y a un parrain qui est là, qui protège les uns, et qui fait en sorte que le système bien huilé se nourrit pratiquement par de telles pratiques, qui repose fondamentalement sur la corruption, la concussion, etc. Et pourtant, il avait bien dit que l'OFNAC était pour nous. Mais il l'a bien dit. La CREI pour les autres. Mais vous avez bien vu dans quelles conditions Mme Nafi Satou Ngom Keïta est partie. Vous avez tous entendu son témoignage. Quand elle a eu à dire que le président, pour l'obliger à partir, lui a proposé un poste de ministre, un poste de conseiller à l'UMOA, ou bien un poste d'ambassadeur, mais qu'elle a décliné toutes ces offres-là pour rester. Tout le monde a vu comment elle est partie. Est-ce que ça, ce n'est pas une forme de corruption active? Ce n'est pas une forme de corruption active? Quand au plus haut niveau de l'État, on se permet de dire à une fonctionnaire de ce niveau-là, qui est à la tête d'un office aussi important, rien que pour qu'elle puisse quitter, parce que sa présence commence à gêner, ça pose des problèmes. Voilà. C'est tout un système qu'il faut revoir. Tout à fait, c'est le système qu'il faut revoir, et il faut, comme le disait Moriba Magasuba, une volonté politique réelle pour changer. Certes, le président ne peut pas tout changer, mais il aurait pu poser des jalons. Et il l'avait dit lorsqu'il recherchait le pouvoir. Il disait qu'il est dans une mission et que même si cela l'exige, il est prêt à ne faire qu'un seul mandat, mais qu'il va réformer. Oui. Malheureusement, il n'a pas réformé. On en est aujourd'hui à parler de troisième mandat. Voilà, merci à nos invités, Maurice Soudiek John, docteur en sciences politiques, enseignant, chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci également à Moriba Magasuba, journaliste, écrivain. Merci d'avoir suivi